Et ce soir, nous avons notre deuxième invité, Éric Jean-Jean, avec son livre Histoire insolite de la chanson française. Franchement, ça fait plaisir de t'avoir, Éric. Bienvenue dans l'émission. Merci. Ça doit te changer un peu les studios. Déjà, la couleur, ça va. Je reste dans mes couleurs, vous êtes dans le rouge. C'est vrai, on est dans le rouge. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es sur RTL et RTL2. Ouais, voilà. J'ai deux radios rouges. Dans deux radios. Ça va très bien de ce côté-là. Non, mais c'est chouette. Moi aussi, j'ai commencé dans les petites radios. On commence tous dans les petites radios. Bah oui, on commence comme ça et puis après on voit. Mais en tout cas, voilà, moi je suis passionné par la radio, je pense que toi aussi. Oui, moi je vis de ça et avec ça, depuis que j'ai 15 ans, j'en ai 53, tu vois. Ah ouais. Donc j'ai fait ma première émission de radio, personne n'était né autour de cette table, peut-être même pas Stéphane. non, en 1982, tu vois, octobre 82 je crois. Donc voilà, ça commence à faire un petit peu de temps. Oui, moi j'ai toujours respiré ça. J'ai l'impression que je sais faire que ça parfois. Une longue histoire d'amour. Non mais c'est vrai que la radio, quand on est dedans, on n'arrive pas à s'en sortir. Ouais, mais c'est un média qui va vite, c'est un média super intéressant, c'est un média, je sais pas, instantané, c'est cool, tu vois, tu passes d'un groupe de rap à un animateur, tout ça sans qu'on se passe des plans de caméra, sans qu'on refasse un plateau, ça c'est assez chouette la radio, et puis surtout la radio est en train d'évoluer, je sais pas trop ce qu'elle sera dans 5-10 ans, mais notamment avec une radio comme la tienne, on est en train d'inventer un nouveau style de radio. Tu vois, moi quand j'ai commencé la radio, c'est parce que la FM venait d'arriver, toi tu es en train de faire de la radio sur Internet, il n'y a plus besoin d'avoir les émetteurs, etc. Enfin, tout ça devient très, très chouette et encore plus direct parce que la radio, c'est un média direct. C'est une personne, toi, qui parle à un auditeur, multiplié par le nombre d'auditeurs. Mais je veux dire, c'est une personne qui parle à une personne et c'est canon. Et voilà, et de plus en plus, on est proche des gens. Et c'est ce qu'on essaye chaque vendredi aussi, nous, à donner la parole à tout le monde en tout cas, et de faire des débats, de donner la parole à tout le monde. Et franchement, ça me fait plaisir de t'avoir. Franchement, un grand animateur de radio. Franchement, je suis très touché que tu viennes dans mon émission. Ça me fait très plaisir en tout cas. Et d'ailleurs, alors pourquoi déjà tu as sorti ce livre? Parce que je sais que tu parles beaucoup de chansons françaises, mais pas beau, pas tant que ça en réalité. En fait, il se trouve que moi, je suis un animateur un peu vintage. Là, je vois que tu écris à la main. Moi, j'ai des dizaines de. Non, mais c'est vrai, j'ai des dizaines. Lui, il a 70 ans, donc ça quand même. J'ai des cahiers un peu partout où sont préparés. Alors pour RTL, les émissions sont vraiment préparées très figées à l'avance. Sur RTL2, c'est un peu plus souple parce que j'ai plus de temps, tu vois, pendant les disques et tout, parce que j'ai pas le temps sur RTL. Donc en fait, j'ai beaucoup de cahiers sur lesquels s'accumulent plein de notes. Et pendant le premier confinement, je faisais des histoires de chansons avec mon chat. J'ai un chat qui s'appelle Pénélope et j'essayais de me rendre utile aux gens. Moi, je suis pas médecin, je peux pas faire grand chose d'autre que de raconter des histoires, et donc je racontais tous les jours une histoire de chanson avec mon chat pas loin parce qu'il est toujours dans mes pattes, et donc ça faisait des cahiers en plus, et un pote éditeur me dit il faut faire quelque chose de ça. Je dis d'accord, et donc il a fallu choisir, c'est-à-dire que va sortir un deuxième tome qui est le pop rock, et puis là on a choisi de sortir en premier la chanson française. Alors la première étape a été d'ici l'été dernier là, d'écrire je dirais de 67, j'avais commencé à mon année de naissance 67 jusqu'à 2005-6, et puis lorsqu'on devait sortir, on s'est reconfiné, et du coup le producteur l'éditeur me dit tu veux pas qu'on élargisse un peu le dos, et du coup je suis allé de 1900, ma première chanson date de 1902 et ma dernière date de 2020, c'est-à-dire je commence par une chanson qui s'appelle Via Poupoule et je finis par Mais je t'aime de Grand Corps Malade, voilà, et de Camille Lelouch. Donc tu vois, j'ai choisi que des tubes, c'est pas des chansons que j'aime plus que ça, il y a certaines que j'aime pas ou d'autres dont j'ai rien à foutre, mais j'ai choisi de raconter 363 histoires de chansons. Ou pas, Comment? Tu parles de Weshden? Non, pas encore, mais parce qu'il a dit j'ai des chansons j'en ai rien oui, à foutre. Non, mais par exemple, je parle c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais je parle de Dadju, je parle de hip-hop, j'y connais rien en hip-hop. En vrai, je suis nul. C'est la sensibilité, plus que d'en avoir rien à faire. Non, mais en fait, quand tu écris un livre sur la chanson française, Weshden, j'aurais dû en parler d'ailleurs, mais quand tu écris un livre sur la chanson française, sur ces 10 dernières années, tu es obligé de passer par le rap. Oui, ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où s'installe MC Solar, NTM, IAM, qui sont les grands classiques aujourd'hui du rap français, arrive toute une génération. Je parle de Maître Gims, je parle de Dadju, son frère, je parle de Grand Corps Malade, c'est pas tout à fait du rap, je parle de Attic aussi, et de cette reprise d'Angela. Enfin voilà, je parle de ça. Mais Weshden, putain, j'ai oublié Weshden. Merde. Ça sera pour tu te démerdes pour l'intégrer dans ton deuxième tome, ça va être très dur, mais tu vas y arriver. Tu sais, sur tous les livres, je vais le faire
faire à la main. Je vais l'écrire à la main. Je plaisante sur Weshden, mais n'empêche qu'elle a. Mais non, mais c'est gros. Moi, j'adore Weshden en plus. Non, mais c'est gros en plus. Je plaisante sur elle, mais j'aime bien ces titres. En fait, c'est entraînant. Non, mais je parle aussi d'Aya Nakamura, par exemple. C'est ce que j'avais demandé. Mais oui, bien sûr. Mais en réalité, je n'ai pas choisi par rapport à mes goûts. Mes goûts sont très arrêtés sur une chanson française très particulière. Qui est, par exemple Par exemple, moi, je suis un enfant de Brel et de Renaud. Tu vois, mon idole absolue, c'est Brel, sur la chanson française. Hein. Qui est belge d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais il chante en français. Ouais. Et un très beau français. Et puis, j'ai découvert la chanson, parce que la chanson française ne m'intéressait pas du tout jusqu'à 22, 23 ans, je te jure. Hein. Mais j'ai découvert la chanson avec Renaud à 13-14 ans, il y avait Casse-toi, cette tu pues. cassette, oui, par Les exemple. marches à Ouais. l'ombre. Ouais, mais tu sais, là, je suis passé par la porte d'Orléans pour venir. Mhm. Renaud, les premiers albums de Renaud parlent justement de ces petits loupards, des petits types avec les blousons de cuir, avec les bandanas autour du cou, et c'est la porte d'Orléans. Et moi, je viens d'un village de 35 habitants, non, j'exagère, mais de 1500 habitants, à 30 bornes dans les terres, au milieu des vignes, à côté de Bordeaux. Ça veut dire que la porte d'eau, mais je savais même pas ce que c'était. Les blousons noirs, j'en avais jamais vu. Les bastons dans les rues, je savais même pas de quoi ils parlaient. Sauf que j'avais l'impression que ce mec me parlait. Donc voilà, Renaud, pour moi, c'est un type qui, comme Prévert en son temps, par exemple, ou San Antonio d'ailleurs pour la littérature facile, je vénère ces trois-là. Et en fait, comme Prévert en son temps, il a su utiliser les mots de tous les jours pour faire de la poésie. Ce que font les rappeurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu écoutes l'univers du rap, ils peuvent pas ne pas être inspirés par Renaud, par Gainsbourg aussi. Et donc voilà, ma porte d'entrée de la chanson française, c'est Brel pour mon père, c'est Sardou pour ma mère, et pour moi c'est Renaud. Et après aujourd'hui je suis plus proche, je dirais, de Raphaël, tu vois, qui vient de sortir un super bel album, ou de Feu Chatterton qui vient de sortir un bel album, de Juliette Armanet là qui prépare un sublime album. Mais toi, c'est cette chanson que j'aime bien, mais cette chanson qui a très peu trouvé grâce à mes yeux. Par exemple, quand j'avais ton âge, j'en avais rien à foutre. À 20 ans, c'était donc en 1987, je peux te dire que ce qui était intéressant... Mon année de naissance d'ailleurs. T'es né en 87 ? Ouais. Moi, tu vois, on a 20 ans d'écart. Ouais. Et à 20 ans, ce qui était intéressant quand il y avait ton âge en 87, c'était d'écouter In Excess, U2, Dépêche Mode qui déchiquetait, le rap qui allait pas tarder à arriver, c'est-à-dire qu'on commençait à entendre Rapper's Delight, ça c'était cool, Grandmaster Flash, ouais, exactement, tu vois, qui sont les précurseurs du rap. Après, il y avait plein de trucs super, il y avait Étienne Dao, c'était très gros Étienne Dao, c'était un bel artiste, mais tu vois, voilà, c'était plus ça ma cam, mais la chanson française, je m'en foutais total, c'était un truc de parents, mais voilà, j'ai fait mes révisions, j'ai fait mes gammes. Et du coup, de 1902 à 2020, c'est quoi, on va dire, les styles musicaux en France? On est passé En fait, alors c'est vachement intéressant. Tu commences par... Il y avait Mistinguett, j'ai vu... Ah oui, alors bien sûr, il y a Mistinguett, mais tu commences par les chanteurs de cabaret. Par exemple, quand je te dis viens Poupoule, c'est viens Poupoule, c'est une marche militaire. Et puis tu as cette chanson-là. En parallèle de ça, tu as la chanson réaliste, Fréhel, Berthe Silva, voici mes roses blanches, tiens ma jolie maman. Ça, c'est un truc un peu gouailleur. Il y avait comment ça s'appelle, Mistinguett justement, ou même Mistinguett qui roulait les airs, c'était un style. Oui, bien sûr, Piaf aussi, qui était dans cet esprit-là. Oui. Alors Mistinguett, c'est un personnage hors norme. C'est-à-dire que Mistinguett, elle arrive des États-Unis. C'est une femme qui a été mariée de force quand elle était petite. Elle a quitté sa pauvreté noire américaine. Elle débarque en France. Elle devient une meneuse de revue de cabaret. Et puis avec l'allure qu'elle a, c'est une bombe. Mais c'est une bombasse. Et elle fait tourner la tête de tout Paris. Pendant la guerre, elle va être une très grande résistance. C'est vraiment un personnage hors norme, avec un destin hors du commun, qui a passé la fin de sa vie à sauver des enfants qui étaient des enfants orphelins, comme elle avait été maltraitée. Donc tu vois, il y a cette chanson-là qui était la chanson réaliste, ou la chanson de comique troupier, tu vois, là, les types qui faisaient des blagues et tout. Et puis après arrive un type qui va changer la chanson française, c'est Charles Trenet. Pourquoi ? Quelle année là Alors Charles Trenet, il arrive dans les années 50. Non, c'est pas vrai. Il arrive dans les années 40, début des années 40, parce qu'il va chanter pendant la guerre. Et Charles Trenet, en fait, il va changer la musique parce qu'il va la faire swinger. C'est-à-dire que la chanson telle que nous on la connaît aujourd'hui, derrière il va y avoir Aznavour qui va s'engouffrer, mais aussi Jacques Higelin, tu vois, ce style de gars. Et lui, il va changer la chanson parce que
il va, au lieu de la rendre un peu ou pam 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 ou bien tu sais les roules, les airs, et ben lui il va la rendre un peu swing, tu vois, il va s'inspirer du jazz, il va chanter Route nationale 7, il va chanter La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, et soudain il a sans doute inventé la pop en français, voilà. Et puis après ce qui va coller à la chanson française, c'est plutôt les styles qui vont se passer aux États-Unis, c'est-à-dire qu'à un moment les années 60 vont inventer les yéyés, exactement, tu vois, cette chanson qui est pas très intéressante, qui est rigolote parce qu'on voit émerger des mecs comme Johnny Hallyday, on voit émerger Eddie Mitchell, des types qui sont tout à fait respectables, mais qui s'essoufflent très très vite. Les années 70, là, quand arrivent les années 70, les yéyés, c'est super chiant. Et là, poum, soudain arrive une nouvelle chanson française. Là, c'est Alain Souchon, c'est Laurent Voulzy, c'est Louis Chédid, c'est des chanteurs, puis des chanteurs modernes en fait, des chanteurs modernes. C'est-à-dire que Alain Souchon, quand il commence et qu'il chante J'ai 10 ans, Tarte ta gueule à la récré ou Bidon, le mec il commence à sortir les mots de la rue. Au milieu de tout ça, il y a quand même quelques grandes figures tutélaires. Tu vois, dans la chanson réaliste, il y a Brel justement. Tu vois, sur le port d'Amsterdam, tu vois, c'est un truc très grand. Mais il y a Aznavour très inspiré par Charles Trenet, qui lui aussi est une espèce de chaînon manquant entre le début de la chanson populaire pour nous amener jusqu'à des Benabar, jusqu'à cette gamme d'artistes. Voilà. Daniel Balavoine aussi. Alors Balavoine fait plutôt partie de la catégorie, je dirais, rocker. D'accord. Balavoine, en fait, c'est un type, mais il est super intéressant. Balavoine, au-delà de sa grande gueule et au-delà de son engagement humanitaire, ça c'est les années 80 où les artistes vont découvrir en fait. Oui, mais les artistes vont découvrir que en fait il faut qu'ils aident les autres. C'est avec les années 80 et puis ça commence par les États-Unis avec le Live Aid qui est organisé par un type qui s'appelle Bob Geldof, qui a un groupe de rock qui s'appelle les Boomtown Rats. Je vais vous parler pendant des heures, les gars, si vous me lancez. Tellement intéressant en fait. C'est intéressant parce que eux ils l'ont pas connu, ça. Moi je l'ai connu. Oui, bien sûr, en même temps que moi. Le Live Aid, vraiment, c'était un truc extraordinaire. C'est le plus grand concert de tous les temps, le plus grand concert humanitaire de tous les temps. C'est-à-dire le Live Aid. Il y avait tout le monde. Je vous la raconte vite fait parce que l'histoire est géniale. Il y a un type qui s'appelle Bob Geldof, et Bob Geldof, il est marié à une star de la télé anglaise qui s'appelle Paula Yates, qui présente, je sais pas, l'équivalent d'un télématin mais funky, genre MTV, tu vois, dans les années 80 en Angleterre. Donc c'est une star de la pop. Et lui, il a un groupe qui s'appelle les Boomtown Rats. Et un dimanche, ils sont devant leur télévision et ils regardent un reportage sur la famine en Éthiopie. Et les mecs se disent, mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, il utilise le fait que Paula Yates, sa femme, soit une animatrice de télé, qu'elle reçoive parfois des chanteurs, et il va rencontrer le chanteur d'un groupe qui s'appelle Ultravox, qui s'appelle Midjour. Et Midjour, il va le voir, lui dit, écoute mec, tu sais ce qu'on va faire? On va faire une chanson pour Noël. Et la chanson va s'appeler Do They Know It's Christmas? Et cette chanson va aller justement pour lutter contre la famine en Éthiopie. Là, on est à Noël 84. Dans la foulée, les Américains trouvent que c'est génial, se mettent en marge des Grammy Awards à faire la chanson USA for Africa, je suppose que vous en avez entendu parler, où toutes les plus grandes stars, Lionel Richie, Michael Jackson et Quincy Jones. Mais Richie, est le grand instigateur, mais Michael a travaillé aussi dessus, puis l'arrangeur Quincy Jones, le plus grand musicien du XXe siècle, et c'est le mec qui a fait Thriller pour Michael Jackson, c'était le pote de Sinatra, enfin c'est un monstre. Et donc ils font ça, et à côté de ça, Bob Geldof se dit il faut aller plus loin, et donc il décide que on doit aller plus loin, et aller plus loin, ça va être de faire le plus grand concert humanitaire de tous les temps. Donc ils vont faire Wembley à Londres et le JFK Stadium à Philadelphie, et ils vont faire 2 concerts avec les plus grandes restas de la planète. Mais quand je dis les stars, si vous regardez le track listing, c'est complètement ouf. Springsteen, Dire Straits, U2 qui explose à ce moment-là. Et donc ce Live Aid, il se trouve que la patronne de la musique d'une radio où je travaille, qui s'appelle RTL, qui s'appelait Monique Lemarcy, que tu connais, et Monique décide d'amener des jeunes mecs français, tu vois. Donc elle amène Balavoine, Michel Berger, France Gall, qui est un couple, et Jean-Jacques Goldman. Elle amène voir le concert. Et les gars, ils voient le concert, ils se disent, ouais, nous aussi, on fait quelque chose. Du coup, à ce moment-là, la chanson française va vraiment s'impliquer dans l'humanitaire. On va faire ce fameux disque qui s'appelle l'Éthiopie, qui va être un succès. On va essayer un concert à la Courneuve qui va être un échec parce qu'on a merdé. Enfin, les Français ont merdé. Je dis j'étais pas là. Mais en fait, les années 80, pour la chanson française libérée par la bande FM qu'a ouvert le président Mitterrand en 1981, vont avoir une mission, tout ça avec des porte-paroles, Higelin, Renaud, Valérie Lagrange, que vous connaissez pas, mais qui sont Daniel Balavoine, tu vois, qui sont ces mecs qui ont des grandes gueules. Et voilà. Et donc les années 80, oui, c'est des années humanitaires. Je sais pas d'où on est parti pour que je vous raconte ça, mais voilà. C'est une explosion de styles musicaux qui était assez hallucinant aux années 80. Ah bah ouais, c'était génial. C'est pour ça moi perso, j'adorais les années 80. Parce moi aussi, pareil. Il y avait de tout. Alors il y avait de la grosse daube.
YouTube. Ouais. Il y avait des trucs vraiment bien et il y avait de la musique qui était déjà à l'époque de la musique jetable. Ouais, aussi. mais ce qui est très, très intéressant quand vous étudiez la musique sur le long cours, c'est de réfléchir à ce qui se passe dans les années 80. En fait, vous avez le vrai point de départ de la musique qu'on écoute aujourd'hui, à part le hip-hop, qui vient d'ailleurs. Mais le vrai point de départ de la musique qu'on écoute aujourd'hui, c'est les Beatles, qui commence par s'emparer du rock'n'roll. En gros, vous avez la musique qui vient d'Afrique, c'est-à-dire c'est de la musique rythmique, le rhythm and blues et le jazz. Tout ça va être saisi par des grands types. Alors Elvis Presley, évidemment, le blanc qui chante comme les noirs. Les Beatles qui sont purs fans de Presley. Quand ils commencent dans les années 60, ils font du rock'n'roll, hein, rien d'autre. Et puis, petit à petit, ils vont évoluer. Et les Beatles vont inventer tous les styles de musique qu'on connaît aujourd'hui. Entre un album blanc, l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, et puis, on va dire allez, Abbey Road, ils inventent le hard rock. Ils inventent la musique progressive, genre Pink Floyd, genre Supertramp. Ils inventent la pop, genre Oasis, comme on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, les Beatles, l'histoire des Beatles, c'est qu'ils s'installent dans un studio, dans un studio en Angleterre, le studio EMI, le fameux studio à Abbey Road. Vous avez vu un jour une photo avec les Beatles sur un passage piéton ? Oui. Bon, et ben, c'est devant un studio célébrissime dans lequel ils ont enregistré leur premier album culte, qui s'appelle Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. C'est-à-dire que les Beatles qui tournaient depuis 2 tournées mondiales, ils n'en pouvaient plus, donc ils arrêtent, et pendant 6 mois, ce qui n'était jamais vu dans l'histoire de la musique, ils inventent des mecs qui bidouillent du son, ils mettent des bandes à l'envers, ils font des samples avant l'heure, ils font des boucles, ils font des loops, mais eux, ils font ça avec du matériel à bande. Ils inventent l'enregistrement multipiste, c'est-à-dire qu'ils ont un magnéto avec juste 4 pistes, en l'occurrence, 4 pistes, donc ils enregistrent 4 instruments, ils mixent tout, hop, ils mettent sur une piste, ils en rajoutent 3, ils mixent, ils remettent sur une piste, tu vois, et ils inventent le son. Et du coup, ils vont inventer toute la pop musique. Donc dans les années 70, on va essayer des trucs. Et Balavoine aussi, il a inventé, enfin à son époque, du coup, il avait des sons assez précurseurs. Ouais, mais lui, par exemple, Balavoine, son idole absolue, c'est Peter Gabriel. Alors, Peter Gabriel, c'est l'ancien créateur de Genesis, inspiré par la côté alternatif et musique expérimentale initié par les Beatles, donc Genesis, que vous connaissez encore aujourd'hui, mais il va très vite quitter Genesis, faire une carrière solo, et après il va inventer la world music. Enfin, il va pas l'inventer, mais il va la créer. Il va créer un studio chez lui en Angleterre où il va tester les musiques africaines, les musiques orientales, les musiques asiatiques. Déjà, ça avait été testé par les Beatles qui étaient partis en Asie et qui avaient mis du sitar et qui avaient mis des rythmes africains dans leurs chansons. Bref, et donc Daniel Balavoine, il va commencer par faire des albums qui marchent pas, en étant très très proche justement de cette musique-là. Et puis après, il va avoir un tube. Et puis il va aussi avoir Starmania, c'est-à-dire 78 pour lui, c'est la bascule. C'est-à-dire qu'il fait des albums qui marchent pas. Barclay, qui est Monsieur Barclay, qui est son patron de maison de disques, qui veut le foutre dehors. Et bim, dans la foulée, il se fait Starmania, où il est formidable. Et Le Chanteur, qui est son premier tube. Et après, dans la foulée, il va faire des trucs. Poupette, une chanson française qui t'a marqué, c'est laquelle, toi ? Moi, j'adore la musique française, j'adore les années 80. Je suis un peu vieille dans ma tête en ce qui concerne la musique. Mais justement, moi, c'est une chanson de Starmania. Je pense que je dirais c'est Le Monde est Stone. C'est une chanson qui me met toujours dans un état un peu second. La serveuse automate, Ouais. Starmania, c'est deux mecs qui écrivent l'histoire de cette comédie. C'est une comédie musicale en fait, qui est créée par Michel Berger et Luc Plamondon, et très inspirée par les films de l'époque, Stanley Kubrick, Orange Mécanique, les films un peu psychés, et donc ils inventent l'histoire de cette serveuse qui ferme un peu les yeux sur les agissements troubles d'une bande de loupards menée par Johnny Roquefort, joué par Daniel Balavoine. Voilà, et Le Monde est Stone, en fait, c'est franchement une allusion directe à la consommation de marijuana qui est assez fréquente à l'époque. À l'époque, on pouvait en parler encore. J'ai vu un reportage à la télé ce soir-là dans le journal. Il y a maintenant, c'est thérapeutique pour l'instant, c'est autorisé, mais c'est pas légal. Et en fait, c'est le mélange de Stanley Kubrick dans Orange Mécanique et des hippies, Starmania, et c'est créé par c'est ça qui est génial.
Ouais, mais c'est formidable. Et puis C'est surtout, incroyable, Starmania. là en l'occurrence dans la chanson, enfin je sais pas quelle version t'aimes bien, mais la version originale qui est chantée par Originale, avec Fabienne Thibault. Oui. Bah, Bien sûr. Fabienne Thibault. Elle a une voix qui est Ouais, qui est incroyable. qui est une artiste canadienne, québécoise exactement. québécoise. Parce qu'en fait, Luc Plamondon est québécois, Michel Berger est Bah français. oui, il l'avait découvert sur des festivals alors qu'elle était encore Ouais. au Québec. Ouais, exactement. Mais oui, Le Monde des Stones, c'est une très grande chanson. Mais moi, j'adore quand on arrive en ville, justement. Elle C'est est Balavoine qui géniale. l'interprète. Après, SOS d'un terrien en détresse, c'était pas lui qui devait la chanter normalement, d'ailleurs, Ah ouais cette chanson. Et sauver l'amour aussi. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Ah, mais ça c'est le dernier album de Balavoine. Tu sais qu'il a à peine promu. Hein. Ouais. L'album venait juste d'arriver quand il est parti sur le Dakar. D'ailleurs, il n'était pas concurrent du Dakar. Il était parti pour une mission humanitaire en parallèle quand il a craché l'avion. Pour les puits, pour installer des puits. je crois. Ouais. L'histoire est dingue. Bon, je peux vous la raconter, mais je vais encore perdre du temps. Mais non, le coup de l'hélicoptère, on sait pas vraiment pourquoi. L'hélicoptère, c'est en gros, ils sont dans l'hélico. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de voler de nuit et l'hélico se pose. Thierry Sabine sort de l'hélico, fait signer à une bagnole en lui disant va au bivouac, qui passe, tu vois, un concurrent, va au bivouac, ramène-nous une bagnole. Et en fait, la bagnole part, puis il y en a une autre qui arrive, et à un moment, on ne sait pas pourquoi, l'hélico redécolle et se met à suivre une voiture qui contourne une dune, et pum, eux, ils vont tout droit, ils tapent dans la dune, ils sont tous morts. Les deux thèses, j'avais fait un documentaire sur ça, les deux thèses possibles, c'est que à la nuit venue, enfin les deux thèses. La thèse possible, c'est qu'à la nuit venue, dans le désert, quand il commence à faire un peu plus frais, les serpents, les scorpions, tout ça sorte. Et en fait, il est peut-être possible que l'un des membres de l'équipage se soit fait piquer par un scorpion ou un serpent et qu'il n'ait pas eu le temps d'attendre 1h30 que la voiture vienne et leur renvoie une voiture pour venir les chercher. Donc ils ont décollé en se disant bah, c'est la seule manière de sauver notre pote, quoi. Peut-être que c'est ça. Mais ouais, l'histoire de Balavoine, Sauver l'amour, puis c'est un grand album en plus. Hein. C'est très grand album. Stéphane Larue a une chanson française, toi? Ah bah moi, je suis Jean-Jacques Goldman addict. Hein, donc, Je suis en train d'écrire un livre sur lui. c'est vrai. Ouais, ce sera mon prochain livre. Il va sortir en Ah, tu septembre. viendras nous je voir. pense. Ah. Avec plaisir. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est le patron. Ouais. En tout cas en France, hein, évidemment, mais Ouais. un des patrons, mais si ce n'est, si c'est. Non, mais il En plus, il a. est d'une humilité. Moi, Ouais. je l'ai rencontré une fois. Bon, toi, tu as Ouais. dû le rencontrer beaucoup Ouais. de fois, mais je l'ai rencontré une fois. J'ai pas été déçu. Le gars super gentil. Mais il rit il a rit pour Timide quasiment aussi, hein, tout le monde, Jean-Jacques. Hein. Ouais, pas timide, réservé, je dirais. Réservé. Ouais, il a pas grand mot à dire pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire aux enfoirés quand il regarde quelqu'un. Enfin, quand il regardait quelqu'un, tout le monde c'était genre waouh, mais c'est vraiment le patron. Et ouais, puis il y a toujours ce petit sourire en coin qui est assez marrant quand tu lui parles, il t'écoute. C'est un type assez passionnant. Et puis, Moi, j'avais vu justement aux répétitions des Enfoirés. C'était justement aux répétitions. Et en fait, à un moment, il passait, il nous fait un petit sourire, comme tu dis, ouais, mais qui voulait dire me faites pas chier, ouais. ne venez pas me poser des questions. Ouais, mais, c'est vrai. mais c'était tellement bien. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est inné Oui. chez lui, quoi. Enfin, et puis on n'a pas envie de l'emmerder, quoi. Non, mais il Non. a été maltraité par les médias, tu sais. Hein. Très mal, ouais. À la sortie de son 3e album, il se fait défoncer par la presse. Mais quand je dis défoncer, c'est musique de merde. C'est, je sais plus, mais pour le livre, là, j'ai tout noté il y a pas longtemps. Mais c'est de ouf. Et il va prendre tous ces articles, il va les mettre. D'abord, il va se payer une page dans l'IB et Le Monde, je crois, et il va dire et écrit à la main sur les articles qu'il a copié-collé. Merci d'être venu quand même, un truc comme ça. Et il va imprimer cette page où les types lui déchirent la gueule, et l'imprimer dans l'album live qui s'appelle Trace. Florent Pagny avait fait un peu pareil aussi pour répondre aux journalistes. Ouais, qui presque étaient qui défoncés. roule. Ouais, Putain, ouais. ouais. Mais là, d'ailleurs, il n'a pas écrit de chanson depuis, tu sais. Pagny, en fait, il y a une chanson de Florent Pagny. Pagny, le début de sa carrière, il essaye d'être comédien, et puis il a du succès avec n'importe quoi, etc. Et il sort avec Vanessa Paradis, donc en fait, ils peuvent plus jamais vivre, quoi. Et à un moment, il écrit Presque qui roule, me casse les couilles. Et donc, il défonce les journalistes, évidemment. Alors, il a été boycotté sur plein de radios, puis du coup, ça a surexcité tout le monde. Puis c'était les balbutiements de la presse people, mais les mecs, donc, ils étaient au taquet sur lui et tout. Et depuis, il a arrêté d'écrire des chansons. Non pas que cette chanson l'a tué, mais enfin un petit peu quand même, parce qu'il s'est Ouais, il a eu retrouvé. une traversée du désert. Ah ouais, grave, dormi il dormait dans dans la sa rue. voiture. Et tu il sais qui l'a sauvé? Il m'a raconté, cette Ah oui. période. C'était extrêmement dur. Je travaillais avec lui sur The Voice. C'est pour Ah ça oui, que- d'accord. Et alors, tu sais qui l'a sauvé? C'est Stark, Philippe Stark, Le designer. le designer, ouais. Ouais. Et qui lui a dit, écoute, il y a une petite maison au fond du jardin, vas-y, installe-toi, c'est cool, ça te coûte
coûte rien, t'as de l'eau chaude, t'es chauffé, t'es bien mangé, enfin voilà, et ils sont hyper potes. Mais moi j'adore Florent Pagny, c'est un type formidable. Ah, mais c'est. Oui, oui. Lionel, pour toi, une chanson française? Il y en a plein, mais moi j'ai un artiste que j'adore, que j'aime bien, que j'adore, je pourrais écouter tout le temps, c'est Gainsbourg. Et Gainsbourg, on fêtait quoi? C'était les 50 ans de sa mort, je crois, je sais plus. Non, il est mort en 91, donc c'est les 30 ans. Il est 30 ans. Et du coup, on lui reproche d'avoir un petit peu pillé, on va dire, l'Afrique dans tous les Il allait à droite à gauche. Hein, Mais parce qu'en fait, il a fait un album. Non, mais c'est vrai, ça quand même. C'est Gainsbourg. Ce qui est génial, c'est marrant. J'ai eu la discussion hier. Gainsbourg, il est plus cultivé que les autres, donc il a un peu puisé dans le catalogue de choses que les gens, les communs des mortels, ne connaissent pas. Donc oui, mais il y a un album qui s'appelle Gainsbourg Percussion que je recommande à tous. Ouais, mais il y a eu procès, il a perdu quand même, hein, où il a pillé l'intégralité de 4-5 chansons d'un artiste africain dont j'ai oublié le nom. Mais oui, il y a de la pillerie, mais il y a aussi des moments classiques dont il s'est inspiré. Inceste de citron, par exemple. Enfin, Lemon Incest, c'est un mouvement classique. Avec Charlotte Gainsbourg, avec sa fille. Avec sa fille. Moi, ce que j'adore chez Gainsbourg, en fait, c'est l'écriture. C'est vraiment, on sent l'écriture. Il y a des sous-entendus et tout. Poète, il faut La absolument. façon de dire les mots. Ouais. Mais il y a 2 albums qu'il faut que tu écoutes et tu seras désormais fan de Gainsbourg. Ah, mais je le suis vraiment. déjà. Donc, C'est d'abord Melody Nelson qui est son chef-d'œuvre, mais il faut l'écouter en entier. Et puis aussi, et je dirais surtout pour l'écriture, L'homme à la tête de chou. C'est-à-dire que Melody Nelson, c'est un disque qui dure 30 minutes, qui sort en 71, qui n'a pas marché. Et 76, c'est la sortie de L'homme à la tête de chou. Alors Melody Nelson, ça raconte l'histoire d'un type de 40 piges qui tombe amoureux d'une gamine de 15, 14 automnes et 15 étés. Et puis elle meurt dans un accident d'avion, donc lui devient dingue. Et L'homme à la tête de chou, ça c'est rigolo. Il y a notamment une chanson qui s'appelle Variation sur thème Marilou, qui est la masturbation d'une fille pendant à peu près 6 minutes, écrit en allitération par Gainsbourg au sommet de son art. C'est sublime. ça, maintenant, ça passerait plus. Là. Mais ça passerait. Mais même avant, ça passait pas. Hein. mais sauf que c'est tellement bien écrit que c'est hyper bon. Et donc en fait, ça raconte l'histoire d'un type qui est patron d'un journal de ragot, tu vois, de France Dimanche de l'époque, qui tombe amoureux d'une shampooineuse, qui le trompe. Putain, dans cet album, il y a cette... Attends. Elle était comme une guitare rock à 2 trous, l'un dans son trou d'obus, l'autre dans son trou de balle. En fait, il la trouve dans une chambre avec 2 musiciens. Enfin bon, bref, voilà. Ouais. Ah la vache. Et il finit par la tuer. Et en fait, donc, elle est infidèle, elle le traite comme une merde et il le tue à coups d'extincteur. Et ça donnera une chanson qui est un peu connue, qui s'appelle Marilou sous la neige. Marilou s'endort sous la neige, carbonique de l'extincteur d'incendie. C'est parce qu'en fait, il vient de la tuer. Mais si tu ne connais pas l'album, tu sais pas, c'est juste un single. Mais donc, il faut que tu écoutes absolument L'homme à la tête de chou. Et comment, du coup, parce que son premier succès, ça a été Le Poinçonneur des Lilas. Comment ça a été Poinçonneur des Lilas, c'est une chanson qu'il a écrite en... je sais pas, des années 50, qui a d'abord été chantée par les frères Jacques. Et tu sais que c'est une chanson sur le suicide. Tout comme Nirvana de Doc Gineco, il y a des chansons comme ça qui parlent de suicide. Mais en fait, il a plusieurs périodes, Gainsbourg. C'est-à-dire que Gainsbourg, dans les années 50, il fait des belles chansons. Alors, il fait cet album-là, Percussion, qui est vraiment sublime. Il fait les années 50, et puis ça marche pas du tout. Puis il se met à écrire pour les autres. Là, ça commence à marcher. Il écrit pour Gréco. Après, il a cette histoire d'amour dingue avec Brigitte Bardot, qui là va vraiment le mettre en avant, mais il a toujours pas marché. Les années 70, où il a rencontré Jane Birkin, où il est une icône. Il écrit pour tout le monde. Il fait gagner l'Eurovision à France Gall. Les sucettes. Alors les sucettes, c'était pas l'Eurovision, c'était Poupée de cire pour le. Poupée de cire, oui. Mais en l'occurrence, Gainsbourg, dans les années 60, il est très connu, mais il vend pas de disques. Dans les années 70, il fait ses chefs-d'œuvre. Les années 70, il commence par faire Melody Nelson, qui est la pièce maîtresse de Gainsbourg. Derrière, il fait Je suis venu te dire, c'est vu de l'extérieur avec Je suis venu te dire que je m'en vais. Il fait Rock Around the Bunker, qui est un truc, mais enfin, tu vois, il est juif, hein, il fait un truc sur les nazis, c'est ouf. Et il fait L'homme à la tête de chou, et ça marche pas du tout. Et donc, il a les boules, parce qu'il sait qu'il a fait des chefs-d'œuvre. Et là, il va en Jamaïque, il fait l'album Reggae aux armes, etc. Et là... La chanson avait fait scandale, d'ailleurs. Ouais,
Ouais, Voilà, la ça Marseillaise, fait un qui énorme avait, scandale. Il y ouais. a ce fameux concert à Strasbourg où en fait tout le monde, les paras sont réunis. Il y a une scène géniale où les paras sont réunis pour empêcher Gainsbourg de chanter son concert. Donc tu parles, les Jamaïcains ils se barrent, ils n'ont pas envie de se faire casser la gueule par les militaires un peu fachos, tu vois. Et Gainsbourg va monter sur scène, il n'y a pas de musicien, il prend le micro, il chante la Marseillaise, la vraie Marseillaise. Il leur fait un bras d'honneur et il se casse. Provoqueur, mais bon. C'était Gainsbourg. Ouais. C'est du Gainsbourg. Puis Et après, il là, brûle le billet aussi sur le plateau. il Ouais, fait plein mais de choses. là, il a switché. C'est-à-dire que quand Jane s'est barré, c'était parce qu'il y avait trop d'excès. Et quand Gainsbourg a du succès, c'est quand il devient Gainsbar. C'est-à-dire Ouais. quand l'alcool commence à prendre le dessus. Il fait l'album reggae, il fait un deuxième album reggae. Après, il va faire les albums funk. Mais là, on l'a perdu. C'est-à-dire qu'il est devenu l'ombre de lui-même en termes d'être humain. Et c'est un peu dommage. Mais Gainsbourg, il est fascinant. Je comprends que tu l'aimes, il est fascinant. Mais en tout cas, Éric Jean-Jean, on a passé un bon temps avec toi, franchement. Non, t'as vu, j'ai parlé tout le temps. T'as vu, ouais. Une encyclopédie. Mais Mais on moi, a passé. je t'écouterai toute la nuit. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais on te lance sur un artiste. Mais non, mais aussi Non, parce mais que faudrait je qu'on suis t'invite une heure. dedans. Mais franchement, la prochaine fois, il faut qu'on Mais t'invite une heure. C'est parce que je suis le nez dedans aussi, donc je travaille beaucoup. Tu sais, plus de la moitié de mon travail, c'est de faire des recherches. Donc voilà, le reste, c'est de parler. En tout cas, ce que je retiens, c'est ton livre aussi qui va bientôt sortir, c'est Goldman, qui est en train Il de y a d'écrire. un Goldman, il y a les insolites de la chanson française qui est sorti. Voilà. Il y a les insolites de la pop rock. Je ne sais pas quand ça sortira parce qu'on va privilégier Goldman, que je suis en train d'écrire, qui va sortir en septembre. Et j'ai hâte de lire Goldman parce que Goldman, franchement, je suis un fan de lui et j'ai hâte. Oui. Tu penses qu'il va revenir un jour? Très franchement, il peut pas nous laisser comme ça quand même. Oui Ça et fait non. des années, Alors d'abord, il est têtu comme moi. J'ai fait une de ses dernières émissions en 2002 quand il a fait l'album Chanson pour les pieds. On a fait toute la tournée. On a beaucoup travaillé avec lui à ce moment-là. Et il m'avait dit, tu sais, c'est le dernier. Je suis ouais, super. Et en fait, c'était le dernier. Et il y a plusieurs choses. C'est que Goldman, il aime pas trop la scène, ça le fait chier. Les fans hystériques, etc. Goldman aujourd'hui, là, il annonce un Stade de France, il en fait 3. Ah oui. Tu vois. Mais il aime la scène, il en avait marre. Il en avait marre des tournées. Pas d'être sur scène. C'est plus ce qu'il y a. C'est pas ce qu'il à aimait côté. le plus. C'est Ouais. pas ce qu'il aimait le plus. En vrai. Hein. Et puis. Faire le studio. écrire, le studio, fabrication de chansons. Mais il écrit création toujours, hein, d'albums. Goldman. Il écrit toujours. Ouais, il fait des chansons un peu pour les autres. Là, de temps en temps, il écrit des chansons. Là, il a encore écrit pour son pote, pour son pote Patrick Fiori. Mais en fait, Goldman, il y a une période où il est incroyablement en phase, je suis en plein dedans là, incroyablement en phase avec la société française. C'est-à-dire que son premier album, il se tâtonne. À partir du deuxième, c'est là où il y a Comme toi, etc. Et là, putain, boum, le troisième est un peu en dessous, puis après arrive Entre gris clair et gris foncé. Arrive l'album avec Frédéric Goldman Jones, le premier, arrive Rouge. Et pendant 10 ans, en fait, il sait exactement quoi faire. Et à un moment, il dit... ça va, j'ai fait le job. Et je crois que sa vie lui plaît pas mal. Il s'est occupé de ses filles. Je sais pas s'il reviendra, je te jure, je sais pas. Moi, je pense pas. Parce que quand Goldman, il a pris des décisions, il les a pris jusqu'au bout. Ouais, enfin en même temps, il y a que les cons qui changent pas d'avis. On verra. Ouais, Pas qu'il bien est con sûr, du tout, bien mais sûr, c'est bien sûr. justement le. Bien sûr. Bon, on verra. Non, mais c'est dommage pour les millions de fans qu'il avait. Après, c'est bien, t'as vu, une ils ont- star, ils- mais de fou quoi. Ouais, ils ont remis les chansons, c'est la bonne nouvelle, ils ont remis les chansons sur Spotify et sur Deezer, etc. parce qu'il voulait pas au début. Il a Ouais, accepté qu'en C'était faisant un deal événement, hein. particulier. J'en ai Ouais, fait un parce que article d'ailleurs tellement c'était. bah oui, ça a ouvert une brèche, tu vois. Parce qu'en fait, la rétribution est si petite que lui dit bah allez vous faire foutre en fait. Sauf que du coup, comme beaucoup de générations écoutent qu'en streaming, il y avait tout un fond de catalogue de Goldman avec les tubes. Donc là, il a accepté que ça revienne et surtout il a cassé les reins des providers puisqu'il a obtenu une rémunération qui est plus importante. Du coup, c'est intéressant parce qu'il a ouvert une brèche et c'est aussi intéressant parce que la jeune génération peut découvrir les chansons cachées d'albums. Voilà. Parce qu'en dehors d'un grand artiste, c'est aussi un businessman de fou lui. Hein. Ouais. Ah oui, bah, là, mais la rareté, il avait compris dès le début. Hein. En Ouais. tout cas, Éric Il a Jean-Jean raison. qu'on retrouve sur RTL2. Ouais. Sur RTL aussi. Tous les jours sur RTL2. Sur RTL demain, je suis avec Raphaël, tiens, Ouais. pour le grand studio à 14h30 et dimanche 10h15 stop ou encore. Et puis tous les soirs de la semaine, RTL 21h, 22h, bonus track où je fais ça, je raconte des histoires de chansons. Et ben, en tout cas, n'hésitez pas à écouter franchement Merci Éric beaucoup. Jean-Jean sur RTL2. Et franchement, merci encore d'être venu dans l'émission de Merci Cédric Show sur Radio Vous êtes là Armada. jusqu'à quelle heure, vous, minuit, c'est 15, ça minuit 15. Minuit 15. Ouais, là, on va débattre sur, sur va le chier. 3e confinement. Il Ok. y a un député qui nous Sans attend. moi. Salut. Retrouvez le Cédric Show. Cédric Show, tous les vendredis de 21h15 à minuit 15 sur Armada.